Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal. Dans les titres de ce vendredi 9 novembre, les handballeurs montpelliérains impliqués dans l'affaire des paris présumés frauduleux ont été reçus par leur club cette semaine. Certains pourront jouer dès ce week-end. Quant à l'avenir du MAHB, il n'est pas forcément assuré. Et puis c'est le retour des étourneaux dans la région, un balai impressionnant de milliers d'oiseaux qui engendrent des nuisances, en particulier en ville. Il existe des solutions écologiques pour les faire fuir. Enfin, le salon Nimagine fête ses 40 ans, c'est au Parc Expo de Nîmes jusqu'à dimanche. Il réunit 190 créateurs et artisans d'art. La semaine a donc été agitée pour l'employeur MAHB. Au final, c'est le retour en championnat de France dès ce week-end de 3 des 5 handballeurs montpelliérains mis en examen dans l'affaire des paris présumés frauduleux. Ils feront le déplacement ce dimanche à Célestat. Le club veut se relancer sportivement et financièrement, mais l'avenir semble bien incertain. Les détails avec Marlène Mec. Nicolas Karabatic, de retour à l'entraînement à René-Bougnol, c'était ce mercredi. Après une semaine en équipe nationale, il a rejoint ses coéquipiers montpelliérains sur le parquet, tout comme Issam Tej et Dragan Gajic, le Slovène qui est sorti de son entretien individuel avec la direction pour rejoindre directement les vestiaires, tout sourire. Le retour de ces cadres était attendu depuis la levée de leur contrôle judiciaire face à Célestat dimanche. Tous trois seront titulaires. La rentrée de Nicolas, de Issam et de Dragan, joueurs plutôt en forme, forcément c'est un vrai plus. Et on est plus compétitif dans cette configuration d'équipe que ce qu'on était il y a une semaine à 10 jours, bien évidemment. Je veux mettre en exergue la qualité professionnelle des 3 joueurs qui sont revenus. Si c'est ça que vous voulez savoir, ils se sont très bien entraînés. Ils sont relativement en forme physique. Maintenant, je ne vais pas vous raconter à chaque semaine l'ambiance est bonne, l'ambiance est comme ça, l'ambiance est lourde, c'est pas toujours très simple. Pas si simple au point de fermer les entraînements à la presse cette semaine pour préserver le groupe au club. On est loin d'être serein, il y a également les difficultés financières. Le MAHB a obtenu un délai pour présenter son budget prévisionnel à la commission de contrôle de gestion, mais même en faisant appel à tous ses partenaires publics et privés, la situation reste délicate. Il faut trouver 1 million d'euros. Voilà. Donc aujourd'hui, on a bien avancé et on a beaucoup travaillé. Maintenant, il faut concrétiser les promesses, entre guillemets, les accords verbaux que l'on a en ressources sonnantes et trébuchantes. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et tant qu'on n'a pas réussi ça, il n'y a pas de recrutement possible. Et non seulement il n'y a pas de recrutement possible, mais il y a des inquiétudes pour l'avenir du club. Reste le cas des 2 autres handballeurs mis en examen dans l'affaire des paris présumés truqués, Luka Karabatic et Primoz Prost. Tous deux avaient admis avoir parié. À l'issue de leur entretien préalable cette semaine, le club n'a pas souhaité communiquer. C'est une information politique révélée hier soir sur le plateau des Aléas du Direct. Le nouveau centre Yvan Lachaud, ancien député et toujours adjoint au maire de Nîmes, a indiqué ses intentions au sujet des prochaines élections municipales de 2014. Sera-t-il candidat dans la capitale gardoise? Écoutez sa réponse. Écoutez, le maire actuel est sortant et avait pris l'engagement de faire 2 mandats. Et il est aujourd'hui cumulard puisqu'il est sénateur et maire. Donc il a un choix à faire. Je pense que dans la vie, il faut savoir partager. Moi, j'ai toujours été pour l'union. Je souhaite effectivement m'intéresser encore de plus près à la ville de Nîmes, oui, c'est clair. 2 députés, un UMP et un socialiste ont pour mission d'évaluer les dispositifs de soutien à la création d'entreprises. Ils étaient aujourd'hui à l'école des mines d'Alès à la découverte d'Innovup, un dispositif qui a permis la création de 244 entreprises, soit environ 1200 emplois. Des entreprises qui affichent après 3 ans des taux de survie de 88%, là où la moyenne nationale est à 60%. On écoute l'un des deux députés de la mission parlementaire. Il est gardois et socialiste. C'est les 3 premières années qui sont difficiles et peut-être qu'on a justement un peu négligé ces 3 premières années, la croissance. On s'est consacré sur la naissance et on a oublié un peu la croissance. Donc peut-être que justement on fera des propositions pour favoriser la croissance avec les moyens dont dispose déjà la création d'entreprises. On n'est pas là pour diminuer les budgets. Peut-être que même on proposera de les augmenter. S'il s'avère qu'en les augmentant on crée encore plus d'emplois. L'objectif, je crois, c'est vraiment de faire en sorte que la dépense publique, qu'un euro dépensé soit un euro utile et qu'un euro dépensé permette de créer un emploi pérenne.
Ils sont revenus, comme chaque année en cette saison, des milliers d'étourneaux qui viennent chercher la chaleur, notamment en ville le soir. Et même si leur vol est toujours impressionnant, leur nombre et leur concentration entraînent de nombreuses nuisances qu'il est possible de gérer de manière écologique. Explication, Vincent Pereira. Le froid revient, les étourneaux s'en sont nés aussi. Ces oiseaux migrateurs venus d'Europe du Nord se déplacent par milliers, en vol groupé très dense. Ils descendent dans le midi de la France dès l'automne, vers des températures plus clémentes. Parfois, certaines scènes peuvent rivaliser avec le film Hitchcock, Les oiseaux. Ils se nourrissent dans la campagne la journée et, en fin d'après-midi, reviennent dans leur dortoir en ville, se reposer au chaud et loin des prédateurs. Ils peuvent être jolis, en effet, artistiques même, mais c'est vrai qu'ils peuvent faire peur. Quand on a une grosse colonie qui s'installe dans nos villages, sur nos platanes, c'est assez impressionnant. Juste avant que les étourneaux ne se posent pour la nuit dans les platanes ou sous les tuiles, certains n'hésitent pas à venir tous les soirs à la tombée du jour pour assister au ballet des oiseaux, comme ici au bord des rives du Lez, à Montpellier. Ça me fascine, hein. Ça me fascine parce qu'on a l'impression que c'est des bandes de poissons. J'ai l'impression que c'est dans le ciel ce qu'on voit dans la mer. Les grandes bandes de poissons qui tournent. Et je retrouve la même chose, hein, les mouvements. Et moi je me demande comment ils font pour ne pas se rentrer dedans. Ça m'épate. En simplifiant, ils ne se rentrent pas dedans car ils vont dans la même direction. Une fois installés, faire repartir les étourneaux reste très difficile. Et même s'ils se nourrissent de larves et des insectes de nos pelouses, les nuisances ne manquent pas. Les fientes de ces oiseaux sont malodorantes, souillent les bâtiments et les voitures. En évitant de leur tirer dessus, la Ligue pour la protection des oiseaux préconise l'effarouchement. Les oiseaux ont une mémoire, vont avoir des habitudes. Dès qu'ils vont être installés, ils vont être beaucoup plus durs à déloger. Donc c'est vraiment dès l'arrivée des oiseaux et même anticiper cette arrivée. Et ce climat d'insécurité va les inciter à aller s'installer sur d'autres sites où ils seront peut-être moins gênants. Les méthodes d'effarouchement ne manquent pas et, suivant les municipalités de notre région, cela passe par des tirs de fusées détonantes, le cri du jet ou la présence de rapaces comme ce faucon pèlerin. Sinon, pour les voir repartir dans leur pays natal, il faudra patienter jusqu'au mois de janvier ou février. Le week-end prochain, c'est la 3e édition du Montpellier In-Game, le MIG du 15 au 18 novembre. Les professionnels et les amateurs de jeux vidéo se retrouvent au Quorum à Montpellier au programme démonstration, conférence avec la présence exceptionnelle des célèbres studios Pixar. Une projection des premières images du 2e épisode du dessin animé Nemo est même prévue. Sur le plan économique, le secteur du jeu vidéo génère dans l'agglo de Montpellier 600 emplois. Montpellier qui devient donc une place forte pour le jeu vidéo. Écoutez. Vous savez qu'on a déjà ici pas mal d'implantations avec en particulier Ubisoft qui est un des leaders mondiaux qui est installé avec 300 personnes. Il y a une myriade de petites entreprises, on a des écoles. Aujourd'hui nous sommes, je peux le dire, nous sommes en passe d'accueillir des entreprises qui viennent non seulement d'autres régions françaises, mais nous étudions quelques dossiers d'implantation. Dans le futur quartier Oz, nous allons d'ailleurs dédier une zone entière au numérique et aux jeux vidéo en particulier. Et le MIG bientôt se déroulera, je l'espère, au Parc Expo, avec beaucoup plus de monde, avec des concerts à côté au sein de l'Arena. Enfin, on peut rêver, mais je rêve d'une semaine complète de vibrations, de pulsations au sein de l'agglomération pour déclarer au monde entier, venez ici, tout le monde rêve, tout le monde pense jeux vidéo. Une idée de sortie pour ce week-end, le salon Nimagine au Parc des Expositions de Nîmes, un salon qui fête cette année ses 40 ans. Il réunit toujours des créateurs et des artisans d'art. Ils sont 190 exposants. Alain Bellon est allé à leur rencontre. Nimagine est le salon des créateurs et de l'artisanat d'art. Et cette année, il fête ses 40 ans. Pour les organisateurs, cette longévité est due à une certaine philosophie. On recherche vraiment un travail vraiment particulier. On met en avant des créateurs qui innovent, qui ont vraiment une créativité exacerbée. On cherche vraiment quelque chose d'unique à présenter à nos visiteurs. Un salon haut en couleurs, où divers matériaux et matières sont travaillées avec des techniques particulières. Alors j'utilise en fait des grandes feuilles de verre qui sont colorées dans la masse, dans laquelle je découpe différents morceaux pour former un motif. Je positionne les morceaux les uns à côté des autres et ensuite je mets tout ça dans un four et c'est fondu à 800 degrés par la chaleur. Donc on arrive à avoir une pièce avec une seule forme à la fin, à la sortie du four. Alors c'est en feutre. Donc justement, c'est là où intervient la méthode ancestrale, c'est-à-dire que je feutre la laine. Donc c'est une technique assez particulière
qui va donner quelque chose de très chaud en laine et en même temps de très ludique parce que justement c'est toujours réversible et les formes peuvent être modulables. Mais aussi, on y découvre de l'originalité. J'ai une ligne d'accessoires de mode qui se décline autour du principe de la bretelle. Donc il y a des modèles de bretelles comme vous avez derrière moi que j'ai fait breveter maintenant il y a 2 ans puisque cette forme n'avait jamais encore existé, qui sont très colorées, graphiques, autant pour hommes que pour femmes. En se promenant au long des allées, on trouve des idées cadeaux à tous les prix. Les créateurs et les artisans d'art seront présents au parc des expositions de Nîmes jusqu'au 11 novembre. Football, 12e journée de Ligue 1. Le MHSC reçoit le PSG, leader du championnat pour le moment. Après leur chute en Ligue des Champions, les hommes de René Girard se reconcentrent donc sur la Ligue 1. Ils redressent la tête depuis une quinzaine de jours, même si ce dimanche, la marche est plutôt haute. Écoutez. Un gros match. C'est vrai que, bon, vous le savez tous, on va jouer les champions de France, donc c'est important. C'est les anciens contre les nouveaux. Donc un gros match, on sait que c'est une grosse équipe, on sait qu'ils ont beaucoup investi, on sait qu'ils font un parcours remarquable malgré leur faux pas contre Saint-Etienne. Mais bon, je trouve que c'est bien pour nous, ça va permettre d'aller chercher la motivation facilement. On parle beaucoup de Paris, avec un recrutement, avec beaucoup de joueurs de grands talents. Forcément, il y a des joueurs de grands talents sur le papier, ils sont largement donnés vainqueurs. Après, sur le terrain, c'est tout à fait autre chose. Et puis, on a à cœur de faire redevenir la Mosson intraitable. Donc, ils vont venir ici, on va tout faire pour bien les recevoir. Sport toujours, les championnats du monde de squash féminin par équipe se préparent à Nîmes. C'est du 12 au 17 novembre. 26 nations représentées et une particularité, le nombre inédit de cours de squash pour une telle compétition. Il y en aura 7 au total, 3 au Parnasse et 4 au squash des Costières. Des terrains avec des parois entièrement vitrées pour le spectacle, bien sûr. Écoutez. Un cours vitré de squash, c'est 10 tonnes de matériel, c'est près d'une trentaine de vitres. Et effectivement, le concept, c'est de pouvoir voir à 360 degrés, donc tout autour du cours de squash, le jeu s'est déroulé. Différentes tribunes qui vont être installées, des tribunes, on va dire, face au jeu, derrière les joueuses, et également des tribunes sur les côtés, donc des tribunes latérales, ce qui permettra d'avoir différents points de vue sur le match. Des matchs sur les cours annexes en journée et les plus beaux matchs, les meilleures équipes, les meilleures nations, à partir de 18h en soirée sur le cours central. Sport toujours, nous vous en parlions dès hier soir. Quito de Pavan sur Groupe Bell qui largue les amarres ce week-end. Le navigateur de Port-Camargue prend le départ du 7e Vendée Globe samedi à 13h02 précisément au Sable d'Olonne. Il fera partie des 20 skippers qui s'élancent pour ce Tour du Monde en solitaire. Retour à présent sur l'actualité internationale du jour en bref et en images. C'est Le Monde en 120 secondes. Le conflit en Syrie continue de battre son plein, faisant des centaines de morts chaque jour. Le président Bachar el-Assad qui prône une solution par les urnes, ce qui semble pourtant difficile à appliquer dans la situation actuelle du pays, en a profité pour donner son point de vue sur les tensions du moment entre la Syrie et le voisin turc. Il s'agit d'Erdogan. À mon avis, il pense que si les frères musulmans prenaient le contrôle de la région et surtout la Syrie, ça garantirait son avenir politique. L'autre raison, c'est qu'il pense personnellement qu'il est le nouveau sultan des Ottomans, qu'il peut contrôler la région comme c'était le cas durant l'Empire ottoman, mais dans un autre cadre. De manière assez hypocrite, Bachar el-Assad a aussi affirmé lors de cet entretien accordé à une chaîne de télévision russe que la Syrie n'était pas en guerre civile. L'effondrement d'un centre... Vous trouvez donc toute l'actualité régionale, nationale et internationale ce soir à 22h dans le 22 minuit. 2 heures d'infos en direct et en continu présentées par Julien Devage. Pour vous, votre info locale, vous retrouverez Marlène Mec lundi 12h30. Passez un excellent week-end sur TV Sud.